Bienvenue dans Shakti Ways, le podcast qui explore les chemins du féminin. C'est un chemin d'empowerment ancré dans le corps. C'est un chemin de reconnexion à toutes les parts de toi. C'est un chemin qui te connectera avec tes blessures et tes limitations les plus profondes pour les alchimiser et en faire le terreau fertile d'une expérience vécue selon tes règles et ta vérité. Pour que tu puisses créer une vie nourrie par tes désirs, libre des conditionnements patriarcaux et libérer la vraie magie qui coule dans tes veines. Si tu sens cet appel dans ton corps, ce chemin est là pour toi. Ici, tu vas être inspiré par des personnes qui ont fait le choix d'incarner leur propre magie et de la partager avec le monde. Tu vas entendre des transmissions qui activeront ta souveraineté et recevoir des pratiques pour transformer concrètement ton expérience. Bienvenue dans Shakti Ways, le podcast qui active ta puissance à l'intérieur pour que tu puisses l'irradier sur le monde. Hello et bienvenue dans cet épisode avec Loua qui est absolument génial. Et juste avant de commencer, je veux prendre une minute pour te parler d'autre chose qui est absolument génial. The Queendom Bootcamp, mon programme de 21 jours spécialement conçu pour redonner aux femmes les clés de leur sensualité et de leur pouvoir. Parce que tu as un corps magnifique, orgasmique et incroyablement puissant. Tu es né avec et qu'il est grand temps d'apprendre à t'en servir. C'est pas pour rien que le patriarcat nous a amenés à juger notre corps, à détester notre corps, à cloisonner et à rejeter, à avoir peur de notre sensualité et de notre sexualité. C'est pas pour rien que le patriarcat nous amène à juger et à inhiber nos émotions. C'est parce que tout ça, en fait, ce sont les clés de notre pouvoir. Ce sont les clés de notre souveraineté. Donc, si tu te sens prête à t'accepter pleinement et à te célébrer pleinement pour la sorcière, la prêtresse, la déesse que tu es réellement à l'intérieur, et à enfin recevoir ce qu'on aurait dû te donner à la naissance, c'est-à-dire les pratiques, les rituels et les clés simples et efficaces qui vont te permettre de reconnecter à ce pouvoir-là et de transformer ta vie, rejoins-moi. On commence le 4 août et tu trouveras même des petits bonus avant ça. J'ai tellement hâte de te retrouver là-bas. Et maintenant, je te laisse avec cette conversation avec Loua. Loua, bonjour. Je suis vraiment heureuse de t'accueillir ici, de t'accueillir dans le podcast et de pouvoir te présenter aux auditeurs parce que tu es quelqu'un qui est venu nourrir mon chemin il y a quelques années, à un moment donné où j'avais besoin de faire ce shift vers la sensualité et le féminin. Et parce que tu partageais à l'époque, par ta danse, ton mouvement, en fait, tu m'as vraiment inspiré cette reconnexion au corps et à la joie du mouvement, en fait, dans le corps. Donc déjà, je te remercie beaucoup pour ce que tu as fait pour moi à cette époque, même si on n'avait pas échangé et que, voilà, moi je sais ce qui s'est passé. Merci. Si vous connaissez pas Loua, je vous mettrai les liens en description. Loua est danseuse du mystère. Elle est une danseuse, une passionnée. Elle est une exploratrice du féminin. Elle est au service de la déesse dans ce qu'elle propose et ce qu'elle amène. Et elle dégage une énergie qui est de l'ordre du féminin sauvage bienveillant. Il y a quelque chose de complètement indompté dans cette personne que je trouve complètement fascinant parce qu'elle amène les femmes à dépasser ces conditionnements sociaux et à aller explorer ce que ça veut dire que de laisser Shakti circuler dans ton corps, que ce soit par le mouvement, par les programmes qu'elle propose, par les accompagnements qu'elle propose ou tout simplement parce qu'elle partage. Et ça, son naturel en fait, quand elle le partage. Elle permet d'activer à travers sa voix et ses offres la puissance du féminin dans le corps des femmes et sur cette terre. Et c'est un honneur et un plaisir de la recevoir dans Shakti Ways. Wow. Merci pour cette présentation. Wow, je n'avais jamais présenté aussi bien, je pense. Vraiment, merci. Ça me fait super plaisir de recevoir ces mots. Et ouais, ça me touche. Merci. C'est mon plaisir. Merci de m'inviter dans ce podcast. Je sens une activation en moi. Je sens que ça me fait très plaisir d'être là. Donc, merci. Ah, c'est génial. Merci infiniment. Et c'est un vrai plaisir de laisser le don et la reconnaissance circuler à travers ma voix quand je présente les gens et quand je te présente toi, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un retour aussi et d'un remerciement et d'une célébration de qui tu es. Et on le reçoit pas toujours dans ce monde. Des fois,
tu t'en parleras toi, mais moi je sais que ce chemin d'être entrepreneuse et de parler de ces réalités-là, d'autant plus en langue française, où ben quelque part on est leader d'un mouvement qui arrive, tu vois, et de porter cette lumière dans un pays qui est souvent très empreint de machisme et de patriarcat intégré. Je sais que ça peut être parfois un peu solitaire, et du coup je trouve que c'est tellement bon juste de recevoir et de donner aux autres en fait cette reconnaissance et cette vision. Genre, je te vois, je sais ce que tu fais et merci. Donc voilà, c'est cool. Merci. Ouais, c'est vrai qu'on peut se sentir seul parfois, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. On fait nos trucs tout seul et on se rend pas compte à quel point on peut toucher en fait parfois. Et ouais, ça fait du bien de le recevoir. Parfois, on se démotive et du coup, de recevoir un petit peu des retours, ça peut réactiver et remotiver et inspirer. Donc c'est important. Merci. C'est génial, merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette présentation que j'ai faite? Est-ce que tu veux te présenter avec tes propres mots, peut-être? Non, c'était très bien. Bon, parfait. Ce que j'ai envie qu'on commence, c'est peut-être que tu nous parles un peu de ton parcours pour les gens qui te connaissent pas, mais au-delà d'aligner des dates et des événements, peut-être nous parler un peu de ton cheminement intérieur et de ce qui ont été des déclencheurs pour toi sur ce chemin d'exprimer ton entièreté. Ok, je vais essayer de résumer. Euh, donc, ouais, j'ai toujours été passionnée par la danse depuis toute petite. J'ai toujours adoré ça. Ça a été vraiment quelque chose pour moi où je me sentais libre. Je me souviens de moi à l'école, par exemple, dès qu'il y avait la sonnerie de la récré, je courais dans la cour et j'étais là, liberté! Et j'ouvrais les bras grands ouverts et je tournais, et je courais et je sentais les sensations dans mon corps. Et, euh, et en fait, la danse, c'était ça pour moi. C'était cette sensation de liberté, de lâcher prise, de je suis libre, je m'exprime. Arrêter de m'enfermer dans cette classe, ça me fait chier. J'ai envie de jouir de mon corps, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de courir, j'ai envie d'explorer le monde. J'ai pas envie d'être à apprendre des choses qui m'intéressent pas. Et voilà, ça a toujours été quelque chose de naturel pour moi. Voilà, l'expression corporelle, la libération par le corps. Et, euh, et ouais, quelque part, un esprit un petit peu rebelle, je pense. Mmh. Euh, et, euh, et donc voilà, à l'adolescence, j'étais en danse-études parce que j'étais très passionnée de danse. Mmh. Quand j'étais petite, je voulais être danseuse à l'opéra. J'ai essayé l'opéra, ils m'ont pas accepté. Après, je suis allée dans la danse contemporaine. Et je voulais faire ça professionnellement. Donc le matin, j'étais en cours et l'après-midi, j'étais au conservatoire. Et j'étais tombée sur une prof qui était vraiment très sadique, qui critiquait beaucoup, cassait beaucoup. Et un milieu très académique, très carré. Et ça me convenait pas dans la danse non plus. J'avais besoin de plus de liberté, plus de créativité, plus de sentir le jus de la vie, quoi, l'âme. C'était vraiment, voilà, on doit suivre les règles, on doit suivre le rythme, on doit suivre Mmh. les pas, on doit suivre la technique. Et ça aussi, ça me faisait franchement chier. Bon, désolée. Je vais y aller, je jure très souvent sur ce podcast. Et donc, du coup, un jour, j'ai claqué la porte, je suis partie du conservatoire parce que je ne supportais plus les remarques de cette prof qui était très sadique et qui me disait des réflexions du genre, tu devrais avoir honte d'être née, euh, des trucs vraiment abusifs. Mmh. Je, J'étais adolescente et pour moi, la danse, c'était ma liberté, c'était mon expression. Et elle se permettait de me dire des choses horribles parce que je rentrais pas dans les cases, je rentrais pas dans le moule. Et, euh, et donc, j'ai décidé de partir à Londres pour apprendre l'anglais. Mmh. Et au fur et à mesure, en fait, de mes rencontres, un jour, euh, on me parle d'une fille qui fait du striptease et qui gagne vraiment bien sa vie. Et à l'époque, je Mmh. gagnais vraiment pas bien ma vie. Je bossais dans un bar, j'apprenais l'anglais, j'avais 19 ans.
Et je gagnais 5 pounds de l'heure, c'était ridicule. Et du coup, je galérais pour payer mon loyer. Et cette personne-là me dit, voilà, je connais une fille qui fait du striptease. Et ça m'a fascinée. J'ai commencé à Mmh. être obsédée par cette idée. Et je me suis demandé, mais comment ça? Et j'ai voulu aller voir dans un club de striptease comment ça se passait. Et j'y suis allée et j'ai vu, voilà, des femmes avec des corps totalement différents s'exprimer dans leur sensualité à leur façon. Et je trouve ça beau. Je trouvais que parfois c'était même élégant, que c'était même tout un art érotique en fait d'exprimer sa sensualité, sa sexualité. Et pour moi, j'étais fascinée quoi. Ça m'excitait et je trouvais ça beau. J'étais vraiment waouh, j'ai envie de faire ça quoi. Donc ça m'est venu assez rapidement et naturellement de m'intéresser à la sensualité et cette expression corporelle, de retrouver son pouvoir en tant que femme. Mmh. Et donc voilà, j'ai commencé à faire du striptease à 19 ans, donc très jeune. Et, et j'ai été très contente de le faire Mmh. pendant un certain temps. Et après, c'est sûr que c'est dans un milieu de la nuit où il y a de la drogue, de l'alcool, où c'est pas très conscient, c'est un petit peu objectifier la femme. C'est donc il y a des côtés assez opposés. À la fois, ça peut être vraiment l'expression, voilà, complètement libérée et dans son pouvoir de la femme, où elle est vraiment en train de décider, voilà, j'ai envie d'être sur scène, j'ai envie d'exprimer cette sexualité Mmh. sacrée, j'ai envie de le vivre, j'ai envie de, ouais, de le vivre, quoi. Et il y a aussi l'autre côté où, voilà, t'es un petit peu la femme objet. Donc, ouais, il y a ce double tranchant, en fait. À la fois, Mmh. tu te sens dans ton pouvoir quand tu fais ça, et à la fois, il y a un côté un petit peu dégradant. Et c'est pas facile de trouver exactement. Euh, ouais, c'est pas facile de trouver exactement. J'arrive pas à l'exprimer là. Mais Ta place, ton centre dans cet espace? ouais, voilà, dans cet espace à la fois, même aujourd'hui, je suis toujours en train de me demander est-ce que j'étais vraiment au service de la déesse ou est-ce que j'étais vraiment au service de l'ennemi du patriarcat? C'est Ça, hyper intéressant, ça t'embête? Parce qu'en fait, là, j'ai trop envie qu'on enclenche là-dessus et on pourra finir après sur, mais parce qu'il y a quelque chose qui est absolument, qui est hyper intéressant là-dedans, parce qu'il y a ton esprit rebelle, tu vois, qui vient et qui a cette lecture du striptease qui est, la sensualité et l'expression et c'est hyper beau, tu vois? Et effectivement, enfin, quand moi je regarde une femme danser, j'ai le même genre de vision et en même temps, je sens à l'intérieur de moi un jugement, tu vois? Parce que j'ai vraiment cette notion que alors peut-être plus maintenant, faudrait que je refasse l'expérience, mais je sais qu'à l'époque, j'avais eu ces moments de: «Ouais, mais bon», tu vois? Et sans vraiment le conscientiser, mais c'est une sensation comme si c'était une peur de: «Ouah, tu peux exprimer ta sensualité, mais tu vas être jugé pour ça». Tu vois? Et en fait, c'est ce mouvement-là, moi je parle beaucoup du patriarcat intégré et du coup, cet espace du striptease, tu vois, je l'avais noté sur mes notes parce il m'interpelle énormément parce qu'à la fois, il y a tu vois, quand j'y pense, il y a ce truc de putain, cette liberté, quoi. D'aller exprimer et de gagner de l'argent en exprimant ta sensualité à travers ton corps. Ça a quelque chose d'hyper libérateur, hyper beau et j'avais suivi un peu le travail d'Alexandra Roxo qui a suivi des stripteaseuses et qui a documenté ça et j'avais trouvé ça elles sont tellement puissantes, en fait. Il y a quelque chose qui se dégage, qui sont tellement puissantes et en même temps, elles sont incroyablement dégradées et méprisées par la société. Tu vois? Il y a cette pression patriarcale qui est là et qui vient poser une espèce de chape de plomb et en fait, c'est les hommes vont les regarder avec les yeux des étoiles dans les yeux et en même temps, ils vont les mépriser pour qui elles sont, tu vois? Et du coup, j'aimerais bien avoir ton vécu de l'intérieur de ça, savoir comment toi, tu as navigué ça et peut-être ta lecture de bah, ce qui est pour moi, presque, ouais, c'est ça, c'est le patriarcat en action sur l'expression de la déesse, tu vois? C'est je pense qu'il y a des milliers d'années, les femmes s'exprimaient à travers la danse et le mouvement dans leur sensualité et qu'elles étaient célébrées pour ça et aujourd'hui, elles sont méprisées pour ça et pour moi, il y a un basculement à opérer. Donc est-ce que tu veux nous parler de ça?
Ouais, bien sûr, je te rejoins totalement avec ce que tu dis et ouais, pour moi, en fait, c'est ouais, ça se rejoint vraiment sur l'intention, en fait, de comment Mmh. est-ce que le public accueille cette, expression. Est-ce que c'est un public qui honore Mmh. ou qui objectifie, en fait? Est-ce que c'est une vraie présence qui est là pour, être fasciné, être inspiré, recevoir de la déesse, ou est-ce que c'est un public qui est là pour consommer, mépriser, Mmh. objectifier? Donc voilà, c'est intéressant. Euh, Tout ça, en fait, ça se rejoint sur comment est-ce qu'on voit la femme, comment est-ce qu'on voit cette énergie sensuelle et le corps de la femme. Est-ce qu'on peut voir ça comme quelque chose qui peut transmettre des codes, qui peut profondément toucher, profondément inspirer comme une muse, ou est-ce qu'on voit ça comme quelque chose dont on va juste se servir pour... Ouais, je sais même pas en fait. Je vois même pas Mmh. en fait l'autre vision de la femme. Parce que moi, je suis pas misogyne, je suis pas patriarque. Enfin, j'ai certainement un petit peu ce virus en moi parce que bon, on a tous été conditionnés par cette société. Mais j'arrive même pas à voir comment on peut voir ça autrement. Donc c'est Mmh. ouais. Et dans ton expérience, d'avoir travaillé avec des femmes, est-ce que ta vision des choses était partagée par les femmes qui faisaient du striptease avec toi? Ou il y avait, justement un espèce de jugement d'elles-mêmes? Ou vraiment il y avait cette espèce de sororité et de d'empowerment, j'ai envie de dire? Généralement, il y avait une sorte de sororité et d'empowerment et des femmes qui vraiment appréciaient danser, appréciaient cette expression. Mais il y avait aussi, voilà, d'autres femmes qui étaient moins dans la sororité et plus dans la compétition. Mmh. Mais en général, ça se passait quand même bien. Ouais, c'était la sensation que j'avais. Et dans ton expérience avec, les hommes et les femmes qui venaient vous voir, du coup, est-ce que tu as eu l'impression d'être, plus dans cette, de recevoir cette célébration, ou est-ce que tu as souffert du coup de ce jugement et peut-être c'est venu, entacher ton vécu du striptease? Non, moi j'ai ressenti vraiment de la fascination et une sorte de, ouais, de remerciement et d'innocence et je me sentais, oui, un petit peu idolâtrée Mmh. et souvent j'ai ressenti ça. Mais aussi, il y avait, soyons honnêtes, des hommes bourrés, complètement cons, qui avaient besoin de faire des blagues avec leurs collègues juste pour dénigrer et ça, c'était horrible. Parfois des remarques, voilà, sur mon corps, t'as pas assez de seins. Parfois d'autres remarques, ne te fais jamais refaire les seins. Parfois, enfin, en fait, voilà, il y a tous les goûts, il y a tout. Voilà, il y a des gens, ils se permettent de vraiment dire des commentaires. Donc Ouais, voilà, comme tu dis, c'est objectiver, le corps de la femme et du coup, tu te permets d'avoir un avis sur son corps alors que voilà. Et je vivais à Londres et souvent on me demandait Where are you from? D'où tu viens? Et je disais France. Et on me croyait pas. On me disait No, you're not. You're from Russia, or you're from Ukraine, or you're from you're from... Enfin, on me disait en gros, ouais, tu peux pas être française et faire ce travail, tu vois. c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, dans la vision, t'es une française, tu dois être classe, c'est pas le genre de travail que tu dois faire. Enfin, en gros, enfin, c'est très raciste, je sais pas, mais Ah, c'est le mythe de la femme française, comment on dit déjà? Sophistiquée? ouais, voilà, qui ferait pas ce genre de travail. Et Mmh, donc voilà, c'est c'était intéressant. À chaque fois, on me disait que j'essayais de menteuse. Mais bon. trop drôle, parce que dans ma perception, c'est une discussion qu'on avait, il y a quelques jours avec une amie, qui est étrangère et qui habitait à Londres notamment et on parlait du coup de cette société française qui est bizarrement vue à l'étranger comme, tu vois, le French kiss et tout ça. On est censé être très libéré sexuellement et en fait, moi, ce que j'observe, c'est qu'on est extrêmement, heu, infusé de patriarcat et de limitation patriarcale et que ce patriarcat, il est intégré chez les femmes. C'est-à-dire que
moi, les jugements les plus véhéments que je perçois autour de moi, ils viennent de femmes et ils viennent pas d'hommes, en fait. Et du coup, il y a vraiment ce truc de pour moi, la société française et peut-être au plus large, tous ces pays où il y a, non, j'allais dire les pays où on parle français, mais non, parce que le Québec et le Canada, je vois pas ça, tu vois, par exemple. Mais il y a vraiment cette notion de patriarcat intégré et de misogynie qui est hyper ancrée. Et c'est d'un, enfin, on hurle quand un président américain se permet de dire qu'il va attraper les femmes par la chatte, mais très honnêtement, on a des dirigeants et des gens qui ont une manière de mépriser et d'utiliser les femmes dans leur quotidien qui est juste hallucinante. Et on tolère ces gens-là dans nos gouvernements et on tolère ces gens-là dans des espaces de direction. Et pour moi, ça dit beaucoup sur le rapport de cette société avec la femme et le corps de la femme, en fait. Donc, je trouve ça hyper drôle que même à l'étranger, il y ait ce truc genre non, les Françaises, elles font pas ça. Ah non, elles sont bien trop dans la boîte, tu vois. Ce sont Voilà. des femmes respectables. Bah, génial. Exactement, ouais, et ça rejoint sur ce côté patriarcal en fait où une femme ne peut pas être respectable et en même temps sensuelle et sexuelle. On est Mmh, les deux, on peut être sensuelle, sexuelle et respectable, on peut être sensuelle, sexuelle et intelligente. On peut être les deux en fait. complètement, complètement. Et je pense que c'est même, après c'est ma vision des choses et peut-être tout le monde me rejoindra pas, mais je pense que exprimer ta sensualité et ta sexualité et les faire vivre dans ton corps, c'est une activation de ton pouvoir, en fait. Et du coup, tu vas être capable de mettre beaucoup plus des limites et de te faire beaucoup plus respecter à partir du moment où tu es connecté à ce feu-là, à cette énergie-là. Tu vois, je sais que à travers tes programmes, tu amènes vraiment les femmes à se reconnecter à ce feu de Shakti à l'intérieur d'elles et que ça va au-delà, même si c'est fondamental, mais ça va au-delà de l'activation du plaisir et de la sensualité. Et ça t'amène pour moi, la sensation dans le corps, c'est une espèce de verticalité, tu vois, et un ancrage qui fait que, genre, comme on dit en anglais, je suis unfuckable with, tu vois. Mhm, Et il y a, mhm. il y a cette énergie-là. Et est-ce que tu veux nous dire un peu comment est-ce que toi, tu as cultivé ça dans ton parcours et comment tu as réussi petit à petit à l'incarner, en commençant par le striptease et puis derrière, on continue. Le unfuckable with ou la sensualité. Cette énergie de Shakti en général, tu vois, Ok, ce ouais, ouais, ouais. parcours-là. Bah, disons que, alors, par où commencer, je sais pas, hein. Bah là, on en était au striptease à Londres. Alors, si tu veux le Donc, faire de manière chronologique, tu peux, ou alors juste. ok, voilà. Donc, du coup, je faisais du striptease à Londres et à partir de ce moment-là, après, avec l'argent que je gagnais, en fait, j'ai fait un tour du monde. Donc, Mmh. j'ai commencé à beaucoup voyager, à écouter mon cœur et à me dire, voilà, je vais voyager, c'est ce que j'ai envie. Donc, je suis partie en Inde, en Thaïlande, au Laos. Enfin, j'ai fait tout un tour du monde pendant un an avec mon ex. Et à 20 ans, 21 ans, donc super jeune. Et ça m'a ouverte énormément sur le monde, sur d'autres façons de voir la vie, d'autres façons de vivre. Et, euh, et après, je suis retournée à Londres après ce tour du monde et j'ai fait des crises de panique, en fait. Mmh. J'ai fait beaucoup d'anxiété parce que pour moi, cette société, c'était dur de revenir. Je me sentais déprimée, je me sentais pas à ma place, ça n'avait pas de sens. J'avais découvert la nature, j'avais découvert d'autres façons de voir la vie et voilà, en gros, je faisais des crises de panique et du coup, j'ai été voir une hypnothérapeute et ça m'a beaucoup aidée. Et du coup, j'ai voulu apprendre l'hypnothérapie. Et après, ça m'a mené sur le chemin du développement personnel, de la spiritualité et un petit peu plus tard après du yoga. Donc ça s'est fait en fait par étapes. Mmh. Mais petit à petit, je me suis ouverte à ce monde. Et, et donc voilà, j'ai découvert l'ecstatic dance, j'ai découvert le Kundalini yoga, j'ai Ouais. découvert voilà, des pratiques qui vraiment faisaient monter cette énergie, ce feu intérieur et se reconnecter à la terre,
aux éléments, à la nature. Ça m'a vraiment mis sur ce chemin de Shakti, ouais. Génial. J'ai envie de te parler. Là, en fait, récemment, on m'a parlé de. Je sais pas comment ça s'appelle en français, des activations de Kundalini, je pense, mais c'est un acronyme. Ouais, je vois. Tu vois de quoi je parle? Kundalini C'est une espèce de. Activation Process, Ouais, ouais. voilà. Et j'avoue que j'ai observé un peu le truc. Et là, ce que je veux dire, il n'y a aucun jugement. C'est-à-dire que j'observe de l'extérieur et c'est mon ressenti. Et je suis pas en train de dire que les gens. Voilà. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue là-dedans. C'est pour moi, Shakti, la Kundalini, c'est Shakti, c'est l'énergie féminine. Et du coup, dans mon expérience, il y a eu un moment donné où j'avais cette envie de faire monter l'énergie, tu vois. Et c'était une recherche chez moi, donc je faisais des pratiques avec la respiration, avec le mouvement, et je faisais monter l'énergie. Et il y a eu clairement une guidance à un moment donné qui m'a dit, mais est-ce que tu veux pas juste foutre la paix à cette énergie et la laisser vivre dans ton corps au lieu d'essayer tout le temps de la pousser vers un endroit où toi t'as décidé qu'elle devait aller, tu vois. Et, D'accord. et ça m'est vachement resté parce que pour moi, c'est imprégné de maltraitance patriarcale envers le féminin, tu vois. C'est genre, bah, j'utilise cette énergie que j'ai découverte dans mon corps et je vais décider que je vais la faire monter d'une certaine manière, tu vois, et qu'elle va faire des choses pour moi, parce que concrètement, quand je le faisais, c'était pour créer de la manifestation et des choses. Donc, on parle de sex magic et on parle d'utilisation d'énergie. Et du coup, ça a été tout un process d'apprendre à connaître cette énergie sans vouloir la forcer et la violenter dans une certaine direction. Et, et aujourd'hui, je fais aussi des pratiques de sex magic, mais il y a quelque chose qui est vachement plus libre dans la circulation d'énergie. Tu vois, c'est beaucoup plus détendu, il y a beaucoup moins de crispation. Et dans ces pratiques-là, que j'ai observées là ces derniers temps, il y a quelque chose qui me gêne énormément dans ce truc de on va utiliser cette énergie et on va lui faire faire ce qu'on veut, tu vois. Et en plus, c'est cette espèce de truc qu'on te vend, genre, ouais, en une activation, ça va changer ta vie. Et j'aimerais bien que tu nous dises un peu ce que t'en penses, même si t'es pas du tout d'accord avec moi pour le coup. Ouais, bah, c'est très intéressant que tu en parles. C'est vrai que c'est un sujet qui m'a beaucoup interpellée et je me suis beaucoup posé la question justement parce qu'il y a beaucoup de femmes ou de personnes qui ont commencé la Kundalini Activation et qui ont zéro expérience dans la spiritualité, zéro expérience dans le yoga, zéro expérience dans la Kundalini ou dans le Kundalini Yoga et qui ne connaissent absolument rien et qui, au bout de 2 mois, sont maintenant facilitateurs de Kundalini Activation et se prennent pour des maîtres gourous magiciens qui vont t'activer alors que, enfin, voilà quoi. Va au bout de ta pensée, dis-nous. Bah, pour moi, c'est des charlatans un petit peu, quoi. Enfin, je vois pas la vraie profondeur et dévotion à cette énergie. Justement, cette énergie, elle met du temps à la connaître, elle met du temps à justement la faire vivre et à trouver cette subtilité dans le corps. Moi, je vois l'énergie comme quelque chose qu'on doit vraiment apprendre et quelque chose qui est indompté et justement apprendre à danser avec, c'est apprendre à avoir plus de subtilité avec cette énergie et ne pas forcément tout le temps la sortir et tout le temps être en catharsis et tout le temps la faire Ouais. monter et tout le temps, voilà, comme tu disais, essayer de la contrôler tout le temps, la diriger tout le temps et être violente avec cette énergie alors que cette énergie, bah, elle est pleine de sagesse, elle est pleine de... Euh, ouais, juste être à l'écoute de cette énergie, la respecter, c'est clair. Et je trouve que dans certaines de ces pratiques, on dissipe l'énergie, on essaye trop de la sortir, alors qu'on peut la cultiver, on peut... Enfin voilà, il y a toute une sagesse avec l'énergie qu'on peut développer. Et je pense que il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment pas conscientes et ouais, qui n'ont pas cette sagesse et cette connaissance de l'énergie, qui se mettent à se prendre pour des magiciens. Et pour moi, l'énergie, en fait, c'est toi qui l'active en toi en premier. Il n'y a personne qui va t'activer plus que Ouais. toi, tu t'actives toi-même. Donc, apprendre à Absolument. cultiver cette énergie en soi, c'est ça l'apprentissage. Et ça prend des années et des années, hein. Moi, j'ai commencé ça
ouais, en 2015, j'ai fait mon Kundalini Teacher Training et j'ai l'impression que je suis encore débutante. Donc, pour moi, ouais, je me sens encore en découverte. Et pour moi, c'est un mystère. C'est vraiment un mystère qui jamais ne sera résolu, quoi. Et c'est Ouais, respecter ce mystère de la Kundalini et ne pas essayer de mettre trop dans des cases ou trop dans dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut la faire monter comme ça. Non, il faut être à l'écoute, il faut écouter, je pense. ouais, complètement, complètement. Et c'est hyper intéressant d'observer cette dévotion à cette énergie. Comme tu dis, c'est un mystère. Et, et c'est une énergie qui est extrêmement, extrêmement puissante. C'est-à-dire que il y a un peu un côté pour moi apprenti sorcier dans cette idée qu'on va déclencher cette énergie-là chez quelqu'un et la faire circuler, alors que il y a, alors que peut-être son corps est pas prêt, alors que peut-être cette personne n'est pas prête. Et là, c'est comme pas se faire passer du haut voltage dans un câblage qui est pas prévu pour ça en fait. Ça va venir faire cramer les trucs et en fait ça peut générer. Enfin moi j'ai eu un contact avec une femme c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à ça où du coup je lui ai carrément offert une séance parce qu'il fallait faire redescendre le truc et qu'elle avait besoin d'apaiser en fait parce que ça l'avait mis dans un état où elle était en train de faire exploser toute sa vie, je veux dire sa relation, sa vie de famille. Parce qu'en fait, ça avait fait, tu vois, ça avait fait monter quelque chose et là, c'est comme une surtension, quoi. Et c'était important de remettre de l'ancrage là-dedans, en fait. Et du coup, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, je suis pas là pour critiquer. Et je pense que déjà, les gens qui font ça, j'ai toujours tendance à croire et à considérer que les gens ont une bonne intention au départ. Donc je cultive ça vraiment et c'est une manière de voir le monde. Et, mais en même temps, ça n'empêche pas d'avoir une forme de respect et de déférence par rapport à cette énergie et de la cultiver avec respect et déférence. Et d'avoir conscience qu'elle est extrêmement puissante et qu'elle peut libérer des gens comme créer des dégâts, en fait. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi, du coup. Comment est-ce que tu amènes les femmes à connecter à cette énergie et à la cultiver, du coup, avec respect et déférence pour la déesse. C'est hyper nouveau pour moi d'utiliser ces mots-là. C'était extrêmement chargé jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, je peux vraiment me définir comme euh, cette femme au service de la déesse. Et je rougis même plus quand je le dis. Ah, waouh! Donc, ouais, j'aimerais que tu nous parles de ça, s'il te plaît. Ok, ouais. Du coup, moi, j'aide les femmes à se reconnecter à cette énergie de manière graduelle, en fait, et de vraiment être à l'écoute de leur propre énergie et apprendre à savoir comment est-ce que cette énergie, elle a envie de bouger spontanément, en fait. Est-ce qu'elle a envie de faire ces mouvements? Est-ce qu'elle a envie de faire ça? Est-ce qu'elle a envie qu'on tape? En fait, c'est vraiment cultiver une subtilité à l'écoute de l'énergie qui circule dans le corps. Et donc, Mm. forcément, on passe par des exercices de mouvement, on passe par des exercices de respiration. On se base beaucoup sur le Kundalini Yoga, Mm. qui a énormément d'outils, de pranayama, de respiration, de mouvements qui activent, de mouvements qui ouvrent la colonne vertébrale. On travaille vraiment sur faire circuler l'énergie de la colonne vertébrale, ouvrir pour que cette énergie, elle circule librement. Et, euh, et en même temps, faut qu'on respecte le système nerveux. Mm. Mm. Il faut Mm. faire Mm. ça avec ouais, avec un respect du système nerveux. Et il y a certaines pratiques qui nous aident à revenir un petit peu plus dans le corps, quand parfois on peut partir dans trop de catharsis ou trop d'explosions ou trop de feu. On peut revenir sur terre, s'ancrer. C'est très important, voilà, d'avoir des outils pour s'ancrer, des outils pour revenir dans le corps, être plus tendre avec soi-même parce qu'il y a énormément d'intensité et de feu et savoir accueillir
tout ça, en fait. Savoir accueillir cette colère, cette tristesse, ces émotions qui viennent, savoir les cultiver, savoir les transformer en nectar, savoir... tout ça, c'est un apprentissage d'une vie et c'est quelque chose qui prend du temps et l'énergie, elle mature en nous. Toutes ces émotions, elles sont là pour nous guider et pour nous, en fait. Donc, vraiment respecter cette force de vie qui nous apprend tellement et qui... Ouais, voilà. C'est toujours compliqué de parler de ça quand tu l'expérimentes et t'essayes de passer l'information aux gens. Tu te dis, mais si, je te jure, c'est incroyable et tout. Nana. Mais je peux pas t'expliquer avec des mots parce que ça se sent. Exactement, voilà, c'est quelque chose qui s'expérimente par le corps en premier et c'est très dur de mettre des mots dessus et voilà. Et quand je t'entends parler de, tu vois, de cette nécessité de, alors t'as pas utilisé ces mots, mais créer un cadre bienveillant et d'ancrage et d'accueillir cette énergie féminine avec bienveillance. Moi, ce que j'entends en C'est fait, une bonne traductrice de ça. c'est un de mes dons. Non, c'est En fait, ce que j'entends quand tu parles de ça, c'est aussi une activation de cette polarité masculine sacrée, en fait, qui peut venir être le cadre bienveillant de cette énergie Shakti, de cette énergie féminine qui est à la fois incroyablement douce et incroyablement sauvage, en fait. Et comme tu dis, ça peut monter dans des catharsis incroyables et du coup, cultiver en soi cette énergie-là d'ancrage et de cadre bienveillant, pour moi, c'est l'énergie masculine sacrée, c'est la polarité en face. Est-ce que déjà tu es en accord avec ce que je te dis ou peut-être pas du tout? Et ouais. Oui, je Et suis en accord avec ce que tu dis. Après, il y a le sujet de la polarité qui peut aussi me déranger parfois, mais si tu je, veux, on peut aller là, mais... je pense qu'on va en parler effectivement parce que je sens le truc glisser de ce côté-là et c'est intéressant de parce que moi, j'aime bien dire que oui, on cultive le féminin sacré, et effectivement, ça se fait comme toi, par le corps, par la respiration, par l'inconscient. Mais en fait, l'énergie féminine n'existe pas seule. C'est pas, ça n'existe nulle part en fait dans notre univers. Cette polarité féminine qui serait là toute seule. Et en fait, pour moi, il y a vraiment cette complémentarité. Et j'ai mis des années à comprendre le truc et bizarrement à venir soigner mon masculin et ma relation au masculin et venir cultiver un masculin qui serait sacré et sain à l'intérieur de moi parce que pendant très longtemps j'ai fonctionné sur un masculin extrêmement toxique qui avait intégré toutes les injonctions patriarcales avec productivité, efficacité, nanana, tu vois. Et du coup, il a fallu que je me décolonise de ça et que je fasse ce travail de reconnecter à cette énergie masculine sacrée. Je sais que tu l'as fait aussi dans ton parcours, j'ai vu ça. Est-ce que tu veux nous parler déjà un peu de ça? Puis après, j'aimerais bien qu'on parte sur cette histoire de polarité. Ouais, je suis d'accord avec toi qu'on a tous en nous deux énergies, l'énergie féminine et masculine, et que l'énergie féminine a vraiment besoin de l'énergie masculine et l'énergie masculine a vraiment besoin de l'énergie féminine, que c'est une union en fait entre les deux qui est nécessaire et Mmh. pas une guerre ou ouais, et donc du coup, c'est clair que pour moi, en fait, me reconnecter à mon masculin sacré, c'est vraiment honorer mon féminin. C'est Mmh. vraiment lui donner l'espace, euh, ouais, lui donner l'opportunité de s'exprimer, lui donner l'opportunité d'être créative, euh, créer ouais, tout un espace pour ça. Mmh. Ouais, complètement. Et je pense que c'est dans ce cadre du développement personnel où on parle beaucoup du féminin depuis quelques années, je pense que justement intégrer cet aspect de la polarité peut à la fois être hyper intéressant. Et là, je parle des polarités intérieures. Et en même temps, toi comme moi, enfin moi, je me forme beaucoup aux États-Unis. Je sais que toi aussi, les gens qui t'ont formé sont beaucoup dans ces milieux-là.
Et il y a quelque chose qui émerge dans ces milieux-là, c'est tout ce qui est le travail de la polarité, notamment au niveau de la relation et du couple. Et là-dedans, il y a des choses, on en parlait un peu en off avant d'enregistrer, qui sont, encore une fois, alors on va dire que je suis obnubilée, mais très imprégnée de patriarcat, en fait. Pour moi, dans ces pratiques-là, dans la manière dont elles sont données et dans les injonctions et les guidances que je perçois par rapport aux femmes, et la manière qu'on a de les amener à une certaine position dans ces jeux de polarité, il y a quelque chose qui est extrêmement étouffant et qui est extrêmement limitant pour les femmes. Et là, je parle de cette idée que dans le couple et dans la polarité, la femme doit être réceptive. Et dans cette espèce d'énergie d'accueil et de réception. Et là, en fait, au moment où je dis accueil, je vois Marie, tu vois. Cette espèce d'archétype de l'amour absolu et bienveillant et qui reçoit tout. Mais cet archétype-là, il a été clairement distordu par le patriarcat. Donc, est-ce que toi, tu peux nous parler de ta vision de justement ces enseignements autour de la polarité qui ont une certaine forme de valeur, et on va en parler, mais qui en même temps, encore une fois, viennent mettre une jolie prison dorée sur l'énergie féminine, quoi. Ouais, merci beaucoup de vouloir parler de ça parce que c'est très important. Et moi, j'ai été très passionnée par ces sujets. J'ai vraiment lu énormément, écouté plein de podcasts, suivi tous les maîtres de la polarité qu'il faut suivre, parce que c'était un truc vraiment très, très à la mode. Enfin, pour moi, en 2020, c'était vraiment à la mode. J'étais à fond dedans. Ouais. Et j'étais en train de lire tout ça et vouloir mettre ça en pratique dans ma vie pour être justement plus féminine et me mettre dans une position un petit peu ouais, de lâcher prise, d'abandon, de surrender, de submission quelque part pour montrer au masculin qu'il est fort, que j'ai besoin de lui, que je suis ouverte à lui, que voilà, il y a une sorte de manipulation un petit peu, Mmh. si on veut vraiment écouter comment il voit les choses dans la polarité. Donc la femme doit être vraiment super sexuelle, super ouverte, toujours faire des bruits, et toujours montrer à quel point le masculin la pénètre par chaque action. Et il y a vraiment un côté très exagéré en fait et très manipulateur dans ça. Oui, quand tu parles comme ça m'ouvre. Enfin, je, voilà, il y a un côté très qui me dérange beaucoup en fait, Mmh. maintenant que j'ai un petit peu plus d'expérience et que j'ai un petit peu intégré les choses et que je l'ai vécu dans mes relations et j'ai vu à quel point ça m'a mise dans une position où j'ai accepté des choses que je ne devrais pas accepter Mmh. où j'ai pas mis mes limites saines parce que je voulais être une femme bien féminine qui est ouverte et qui est dans l'amour et qui accepte. Et en fait, je me suis abandonnée quelque part pour pouvoir rentrer dans ces cases qui, ouais, qui déshumanisent en fait. Parce que c'est pas humain en fait de dire voilà les émotions c'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Euh, Mmh. Quand t'es en colère, en fait, c'est pas féminin. Quand t'as des bandes de riz, en fait, c'est pas féminin. C'est que t'es trop coincé et que t'as trop de blessures à guérir. Non, en fait, c'est juste que ça, c'est une limite saine. Et l'on met des mots, en fait, sur le fait de pas être ouverte sexuellement, c'est que t'as trop de blessures. Non, en fait, c'est juste que ce mec me dégoûte et que j'ai pas du tout envie d'être ouverte à cette personne et que je suis pas dans le délire polyamour et que ça fait pas de moi quelqu'un de fermé, c'est juste que c'est pas mon truc en fait. Ouais, c'est pas Et mal. j'ai pas à travailler sur moi encore et encore parce qu'il faut que je m'ouvre plus et parce que je fais pas face à mes blessures, je fais pas face à mes ombres. Non, en fait, c'est du bullshit. Il y a beaucoup, beaucoup de bullshit dans ce Mmh. milieu-là et ça me, comme tu vois, ça me, Vas-y! ça me révolte parce que voilà, j'ai essayé d'être une bonne spirituelle, bonne
quelqu'un qui travaille sur soi, quelqu'un qui... Et en fait, je me suis fait du mal, je pense. Ouais, complètement. Mm. Complètement. Et c'est là où, alors moi, ça fait moins longtemps, parce que je dirais que ça fait un peu plus d'un an et demi, ouais, un an et demi, je pense, que j'ai plongé là-dedans, et il y a vraiment ce truc de... Alors si vous connaissez pas le principe, alors déjà venez poser vos questions, il n'y a pas de souci. Je pense que aussi bien Loua que moi, on sera ravis d'y répondre. Mais en fait, le principe, c'est d'incarner dans votre couple et dans votre relation ces idées de polarité masculin-féminin. Et du coup, dans la polarité masculine, il y a cette notion de stabilité, d'être une montagne, de pourvoir, de donner le cadre, ce qui est extrêmement stigmatisant pour les hommes aussi, parce que je peux vous dire, pour être en couple depuis 10 ans, des fois, mon mec, il en a marre d'être une montagne. Il aimerait bien être autre chose. Et du coup, c'est aussi enfermant pour les hommes. Et, euh, et de l'autre côté, les femmes, c'est d'être dans cette énergie de l'ouverture et de la réceptivité, en fait. Et du coup, de cette notion du féminin qui est magnétique et qui attire à lui et tout. Ce qui est hyper beau, à plein de niveaux. Enfin, moi, j'adore cultiver cette énergie de magnétisme et de puissance magnétique dans mon corps. Mais là, on parle de s'abandonner à. Et à la fois, dans mon expérience, il y a quelque chose qui peut être très guérisseur. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Alors là, pour le coup, en expérimentant un peu le côté BDSM soft, tu vois, et j'ai perçu, moi qui ai été élevée dans les années 90 avec cette notion de genre, je suis une Wonder Woman et je peux tout faire toute seule et tout, et d'aller expérimenter ce truc de, tu vois, genre, je peux prendre une fessée, et au début, mais ça mettait des résistances à l'intérieur de moi, mais de dingue. Et en fait, petit à petit, il y a un truc qui s'est ouvert, et j'ai perçu, en fait, la guérison que peut amener cette notion d'abandon dans mon corps, tu vois. Mais c'était dans un cadre qui est extrêmement sécurité, extrêmement safe, où je suis en relation depuis 10 ans avec quelqu'un qui me respecte énormément et qui est très à l'écoute. Donc ça, c'est vraiment mon premier warning, c'est genre, on va pas s'abandonner avec le premier venu, en fait. C'est pas, vous savez pas qui vous avez affaire. Et quand on ouvre comme ça, quand on s'ouvre au niveau du cœur, on ouvre son corps aussi aux énergies de l'autre de manière complète. Donc, vous n'avez pas envie de vous trimballer l'énergie de n'importe qui comme ça à l'intérieur de vous. Il faut que ce soit safe. Et au-delà de ça, j'ai senti à un moment donné qu'il y avait une limite à ça, parce que du coup, ça me faisait rentrer dans ce truc de disempowerment, tu vois, où en fait, c'était à l'homme de m'ouvrir. C'était à l'homme de... Et moi, je suis là et j'attends que l'autre m'ouvre. Donc, ça fait peser une énorme pression sur l'autre. Et moi, je suis là et j'ai pas de pouvoir de m'ouvrir seule, parce qu'il faut que l'homme le fasse pour moi. Et je te rejoins dans ce truc de... je pense qu'il y a des choses intéressantes, et je pense qu'il y a beaucoup d'abus là-dedans. Et il faut être lucide. Et je pense que quand on va dans ces polarités-là, dans ces espaces-là, tu vois, toi, tu as pu avoir ce discernement parce que tu avais travaillé sur ton énergie avant. Parce que tu savais, en fait, qui était Shakti à l'intérieur de toi. Et à un moment donné, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'à un moment donné, ta Shakti a dit non, mais va te faire foutre, en fait. Ouais, je pense qu'en fait, c'est des enseignements qui sont très séduisants, qui nous... Parce qu'en fait, c'est voilà, c'est l'union des deux énergies ensemble, c'est la réalisation spirituelle à travers vraiment incarner l'énergie féminine et l'énergie masculine ensemble, danser ensemble. Et donc, du coup, on a envie de ça, on a envie, on a ce fantasme en nous de... On a envie de cette union. Donc, ça nous prend, quoi. Ouais, Et, et c'est juste que, parfois, ça va trop loin, quoi. ouais, Et on met dans une case Shakti, et Shakti, ça lui convient pas d'être tout le temps dans l'attente, d'attendre que l'homme prenne les décisions, que l'homme prenne des initiatives. On peut attendre longtemps parfois, hein. En fait, voilà, ça nous met dans une position d'attente. Et la position d'attente, je suis désolée, mais c'est pas intéressant et c'est pas Shakti, quoi. On a envie d'être créative, on a envie de faire des choses, et voilà. et puis je pense que aussi, je sais pas, ça fait des années, mais j'avais lu un bouquin il y a des années, je crois que ça s'appelait La femme initiatrice. Et tu Hmm. vois, pour moi, en fait, c'est presque... comment exprimer ça?
Je pense qu'on est là avant tout pour ça en tant que femme. C'est-à-dire qu'on est là pour initier l'homme aussi à ce que c'est que l'union et la sexualité sacrée, tu vois? Et Exactement. mais du coup, on est initiatrice et effectivement, on peut expérimenter cette réceptivité et cet abandon, mais au final, tu vois, même ce jeu de polarité, c'est moi qui l'ai amené. C'est moi qui l'ai initié, c'est moi qui l'ai demandé, en fait. Et je suis allée le chercher et on en a discuté. Et du coup, c'est en ça où il y a une danse à avoir en soi. C'est-à-dire que tu es là pour amener des choses et tu es là pour avoir ton pouvoir. Et en même temps, tu peux expérimenter effectivement cet abandon parce que c'est pas toujours confortable d'être la Wonder Woman qui gère tout et qui amène tout, clairement, tu vois. Mais, mais du coup, c'est dans cette balance, tu vois, quand je travaille avec les traumas sexuels et ces choses-là, j'utilise beaucoup la pendulation. Et en fait, de naviguer entre bah, l'expérience traumatique et le plaisir. Et pour moi, c'est la même chose dans le jeu des polarités, c'est-à-dire que c'est important d'avoir ce mouvement et cette danse. Et quand tu parles d'union, je pense qu'on se plante en fait. Je pense que pour moi, l'union, elle est intérieure. Mmh. Tu vois? Et que quand on aura fait de l'union à l'intérieur, évidemment qu'elle va se manifester à l'intérieur dans nos relations, tu vois? Mais en fait, l'union, c'est pas, un homme qui incarne la polarité masculine et une femme qui incarne la polarité féminine, c'est un homme qui incarne ces 2 polarités, masculine et féminine, et qui a fait l'union, et une femme qui a fait la même chose. Et en fait, c'est ces 4 énergies qui vont se rencontrer et qui vont créer l'union. Là, je viens d'avoir une vision d'un espèce de truc qui tourne et tout, c'est génial. Mais, euh, mais du coup, c'est avant tout en soi, pour moi, qu'on cultive ces polarités. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter sur ce sujet de la polarité et peut-être des déviances dans la sexualité? J'ai bien aimé la phrase que tu m'as dit au début. Tu me dis, il y a des pratiques dans la spiritualité qui sont faites pour garder les femmes petites. Mmh. Ouais, c'est vrai que sur le chemin de la spiritualité, on va faire face à des opposés en fait. C'est-à-dire qu'il y a des concepts qui nous gardent assez petits. Par exemple, euh, ouais, non, je sais pas, non, je sais pas comment le dire. Euh, Peut-être tu peux commencer par... Oh, mais ça arrive tout le temps, t'inquiète. Tout va bien. Peut-être commencer par définir ce que c'est que garder une femme petite, en fait. Parce que ok, c'est pas ouais. forcément le À qui concept ça qui est... sert en fait? À qui ça sert de garder une femme petite? De lui faire croire que en fait, euh, bah, avoir des limites saines, c'est en fait qu'elle est fermée sexuellement, c'est qu'elle a trop de blessures à travailler. Mmh, À qui ça sert en fait qu'une femme soit tout le temps ouverte et dans le cœur et qu'elle dise jamais non et qu'elle soit tout le temps dans un truc de nous sommes tous amour, nous sommes tous un. Ça sert mmh, à des prédateurs abuseurs. Je suis mmh, désolée, mais c'est la vérité. Si on apprend aux femmes à savoir dire non et à savoir respecter leurs désirs profonds et leurs non profonds, c'est redonner le pouvoir aux femmes. Et je pense qu'il y a beaucoup de dérives dans la sexualité sacrée où on apprend aux femmes et aux hommes que le mieux, c'est d'avoir plein de partenaires sexuels pour expérimenter l'énergie sexuelle avec plein de personnes pour vraiment expérimenter cette énergie. Et si tu peux pas le faire, c'est dire que tu es trop fermé et que tu as encore beaucoup de travail à faire sur mmh, toi. Et ça, pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Et je pense que mmh, beaucoup de femmes qui sont un peu innocentes au début dans la spiritualité, quand elles y arrivent, elles ont envie d'être ouvertes, elles ont toujours été dans la bienveillance, et donc elles ont envie de faire les choses bien, et elles écoutent ça et elles se disent, waouh, en fait, j'ai trop de travail à faire sur moi, il faut que je m'ouvre plus. Et non, en fait, peut-être que juste sois à l'écoute de tes vrais désirs. Si cette personne en face de toi, elle ne te plaît pas, tu vas pas te forcer à t'ouvrir juste parce que c'est féminin de s'ouvrir, quoi. ouais, non. Non, non. Et donc voilà, il y a beaucoup de dérives comme ça dans le tantra qui me dérangent. Voilà. Après, voilà, c'est très intéressant de comprendre cette énergie sexuelle, de faire face à ses fantasmes. Euh, mais il y a aussi vraiment un grand besoin d'apprendre aux femmes à se respecter et à honorer leurs
limites saines, Mmh. sans leur dire que si elles ont un problème, c'est que si elles sont pas ouvertes, c'est parce qu'elles ont un problème et qu'elles sont pas assez matures et évoluées et assez illuminées. Voilà. Ouais. Non, complètement, je te rejoins et c'est rigolo parce que j'ai lancé un challenge là, moi je pense qu'il sera fini quand l'épisode sortira, mais c'est le challenge du plaisir et enfin la révolution du plaisir, le challenge pour le coup. Et c'était vraiment dans cette idée d'ouvrir les femmes à la puissance de leur énergie sexuelle pour elles-mêmes, tu vois, et pas pour les autres en fait. Et d'aller explorer comment est-ce que je cultive ça dans mon corps. Alors ça se passe sur 5 jours et comme on disait, c'est un travail qui prend du temps, mais comment est-ce que je peux cultiver cette puissance de l'énergie sexuelle dans mon corps. Et il y a pas mal de pratiques que je propose dans ce cadre-là qui sont autour de l'amour de soi en fait. L'amour de son corps, l'amour de soi et cultiver cet amour propre à l'intérieur de toi. Parce que pour moi, c'est une fondation. C'est-à-dire que tu peux pas rentrer dans cet espace de polarité ou rentrer dans des espaces de spiritualité ou aller explorer les pratiques tantriques à plusieurs si tu n'as pas cultivé cette bienveillance et cet amour de toi, parce que c'est un socle, c'est une fondation qui te permettra à un moment donné de poser tes limites en fait, et de dire non et d'être à l'écoute de qui tu es. Et je pense que il y a un truc qui est très objet brillant dans tout ce travail sur la sexualité, les polarités, l'énergie féminine et tout, parce que c'est effectivement incroyable et magique et il y a tout un tas de choses. Enfin, moi, ça a été vraiment. Je travaille sur moi depuis plus de 20 ans. Je travaille avec moi depuis plus de 20 ans. J'essaye de reformater ça en ce moment. Et en fait, ces 5 dernières années ont été concentrées sur cultiver l'énergie féminine et cette relation à ma sexualité. Et en fait, j'ai fait des bonds de géants, mais vraiment. Donc, il y a vraiment ce côté, oui, allez-y, c'est effectivement extrêmement efficace pour les femmes. Je pense que c'est un espace où on peut vraiment réclamer son pouvoir. Mais allez-y sur cette fondation de l'amour propre, de l'amour de vous, en fait. Et une fois que ça s'est construit, on peut être des exploratrices et on peut aller partout, tu vois. Mais du coup, ouais, je pense que c'est vraiment important de rappeler, comme tu dis, que c'est pas des milieux c'est pas parce que c'est spirituel que c'est estampillé sain et bienveillant, loin de là. Et en fait, la seule guidance claire et imbattable qu'on peut avoir, c'est la nôtre. Et de savoir ce qui est juste ou pas. Et quand tu cultives cette énergie féminine dans ton corps, t'as des réponses très vite. En fait, tu sais quand c'est pas juste. Genre, enfin, je sais pas toi, mais moi, dans tout mon corps, ça fait ah non. Et du coup, c'est évident que là, il faut mettre un nom et qu'il y a un stop à mettre. Et ben, tu vois, on est à 55-55, et du coup, donc je m'engage pour respecter ma polarité masculine à ce que le podcast fasse 1 heure, plus ou moins Ah 10 oui. minutes. Tu vois, je m'offre un peu de mouvement, mais du coup, ça m'offre le transfert vers mes questions rituelles de fin. Sauf si tu as envie d'ajouter quelque chose sur ce travail de Je veux polarité. juste ajouter Ouais. que voilà, il y a une réalité corporelle, émotionnelle, et il y a une réalité dans l'idéal de ce que l'on aimerait. Quand on est en position en fait d'élève, souvent on met un peu sur le piédestal le gourou ou le professeur qui est devant nous, et on régurgite des concepts spirituels, et on se met souvent ouais, dans cette position, on apprend. Et en fait, parfois, on est dissocié de nos Mmh. instincts premiers qui nous disent non, c'est pas bon pour moi, c'est pas ça. Mais on se dit ah non, mais dans le concept, dans l'idéal, il faut s'ouvrir, on est tous un, alors on va essayer. Et en fait, voilà, ça peut être des concepts très, bah ouais, très réducteurs et très Mmh. qui nous empêche de se connecter à cet oracle intérieur et cet instinct intérieur, parce qu'on se dit que on est au-delà de ça, on est tous un, on peut aller plus loin que ça, et en fait on oublie la réalité émotionnelle et instinctive qui est super importante à respecter. Et voilà, dans la spiritualité, moi je dirais c'est quelque chose de très important de se rappeler que notre corps, nos émotions, nos instincts, c'est hyper important. Ouais, complètement, complètement, et c'est fondamental, je te rejoins. Et tout à l'heure, tu parlais de système nerveux et
je suis en formation en teacher training avec Laila Martins et elle travaille énormément sur toute cette notion de respect du système nerveux et dans les derniers cours qu'on a eu là, où elle nous parlait vraiment des dernières études qui ont été faites sur en fait le meilleur moyen de changer des habitudes et de faire évoluer tes chemins neuronaux et tes schémas personnels inconscients, c'est de travailler dans un espace où ton système nerveux il est apaisé en fait. Si tu pousses trop loin au-delà de la zone de confort de ton système nerveux, alors oui, tu vas vivre une expérience transcendante et tout. Là, on en revient aux activations de la Kundalini. Oui, tu vas sentir des choses, mais c'est pas pour ça qu'en fait, si t'es complètement hors de ta zone de confort, ton système nerveux ne pourra pas l'intégrer. Et Et du tu coup, peux oui, tomber malade. et tu peux tomber malade, effectivement. Il y a Donc, beaucoup de personnes qui ont vraiment brûlé leur système nerveux et à cause de ça, qui ont développé des maladies. Et donc, c'est grave, quoi. C'est grave de se pousser trop loin. Et après, je veux pas critiquer le monde du polyamour, même si pour moi, voilà, ça me convient pas du tout. C'est pas du tout mon orientation sexuelle. Il y a des personnes qui ont besoin d'explorer ça, qui ont besoin de passer par là, et il y a des personnes qui le font de manière très respectueuse et qui le font de manière très transparente et bien. C'est juste que moi, dans mon vécu et de mon expérience, ça a été le contraire. J'ai été trahie, on m'a menti, on m'a abusée, et, euh, et donc voilà. Mais je voulais juste dire que on peut aussi faire ça de manière respectueuse et bien. Je l'espère. Je ne sais pas, je l'ai pas encore vécu, mais j'ai pas envie de le vivre. non, mais parce que tu t'écoutes, parce qu'aujourd'hui, tu sais que ça fait pas partie de ton orientation et basta, en fait. Et, Voilà. et je pense que c'est ça aussi, connaître son corps et connaître qui on est et cette exploration de Shakti. Ta Shakti, ton énergie n'est pas la mienne et ne sera pas celle du voisin. Et du coup, on est tous là pour incarner qui on est et pas ressembler à toutes ces copycats de spiritualistas en ligne qui sont dans ça, ça et ça parce que c'est ça, ça et ça qui se fait. C'est aussi C'est la mode et parce que t'es pas assez évolué et pas assez mature si tu n'y arrives pas, quoi. ouais, alors ça, c'est vraiment, on parle de gaslighting. Moi, je parle là, pour le coup, de manipulation euh, grave, en fait. Ouais, c'est grave. Voilà, les gens, quand ils vont, que ce soit un thérapeute, un coach ou qui que ce soit qui va vous dire, ouais, mais si t'acceptes pas de faire ce que je te dis ou ce que je te demande, t'es pas assez évolué, c'est du foutage de gueule. Enfin, vraiment, il y a de la maltraitance et moi, un truc que je pose dans tous mes espaces, c'est tout ce que je vous demande de faire, tous les exercices sont soumis à, à votre souveraineté, en fait. C'est-à-dire que si c'est pas OK pour vous, c'est pas OK pour vous et j'ai juste à me taire et j'ai rien à dire là-dessus. C'est-à-dire que c'est important de se faire confiance et de savoir où sont nos propres limites parce qu'on est les seuls à pouvoir les connaître. Donc je te rejoins tellement là-dessus. Et ça amène à, du coup, mes questions rituelles du podcast, qui sont, la première que j'ai envie de te dire. Bon, on a un peu exploré le sujet, mais je me demande, quelle est, donc dans le cadre de cette énergie de Shakti, il y a la colère qui est pour moi une énergie absolument fondamentale. Et du coup, j'aimerais savoir, pardon, Wouh quelle est la colère, quelle est ta colère du moment? Bah ouais, le fait qu'on respecte pas cette énergie Shakti, cet instinct intérieur viscéral, qu'on le voit comme quelque chose de animal et inférieur. Tu Complètement. vois, qu'on se dise que quand on est spirituel, on est plus élevé que ça, on est plus élevé que nos émotions, on est plus élevé. Et non, en fait, non. Je pense Mmh. que cet instinct viscéral, c'est plus élevé que les concepts et les idéalisations, que revenir vraiment à l'expérience du corps, la sagesse de cet oracle intérieur, Mmh. respecter à fond, c'est ça pour moi l'évolution. Ouais, complètement, complètement. Revenir en fait, on va pas par là, mais on revient par là plutôt. Ouais. Et donc c'est ça pour moi ma colère, c'est en fait d'être incomprise et qu'on se dise que je suis pas évoluée parce que justement je me reconnecte à ça. Mmh. Et là, j'ai juste envie de laisser un silence parce que c'est extrêmement important. Cette Mmh. spiritualité qui nous incite à faire monter la Kundalini, à nous connecter à plus grand que nous, à aller toujours.
dans cette ça rejoint l'idée catholique de la transcendance et de l'abandon du corps, tu vois, et on est vraiment encore colonisé par ça, et je te rejoins tellement, et c'est en ça que je pense que les femmes sont des initiatrices, elles sont des initiatrices de la spiritualité incarnée, en fait. Et c'est ce qu'on va amener dans ce monde. Soyez prêts. On a du travail. Et ma deuxième question rituelle, c'est du coup, quel est ton désir? Moi, j'ai plein de désirs, hein, mais mon désir premier, ouais, c'est de m'autoriser à avoir des désirs, de voir le désir comme quelque chose qui me motive et qui me stimule et qui me nourrit. Voilà, pour moi, c'est quoi mon désir? Pour le monde? Pour le monde, si tu veux. Plus d'expression libérée dans le corps, plus de reconnexion au corps, plus de créativité, d'art. J'ai envie que les gens osent plus être eux-mêmes, à ne pas être parfaits justement, mais à exprimer leur bordel un petit peu, leur vérité authentique, humaine, quoi. Ouais, complètement. Revenir à être humain, humaine. Mmh. Mmh. Ça a l'air trop bien, hein. Et du coup, dans ce cadre-là, est-ce que j'aime bien inviter les intervenants à partager une idée, une pratique, un mantra, n'importe quoi, quelque chose de court qui te vient là, justement, pour cultiver ce plus d'humanité, ce plus d'expression. Je suis un bordel magnifique. Ah, à répéter 12 fois par jour. Ah, j'adore. C'est rigolo, ça a posé un truc à l'intérieur de moi, genre. Ah, On n'a pas besoin d'être parfait, sanétisé, voilà, soyons humains, génial. émotionnels et vrais. Merci pour tout ça. Merci pour cet échange. Et merci pour ces mots Ouais, de la fin. Il n'y a merci. rien à rajouter. Qu'est-ce que ça soit fini. C'est pas grave, on pourra en refaire, on s'amuse bien, tu vois. Moi, j'ai créé le podcast. Plaisir, j'adore ton énergie. Oh, Vraiment, je suis trop contente de te découvrir et de te rencontrer. Ouais. merci. Et j'ai eu ça fait quelque temps que j'appelle intérieurement, tu vois, ce truc de genre, je veux plus de connexion, je veux plus de sororité, je veux plus de belles rencontres, tu vois. Et en tout égoïsme, un des leviers qui a fait que j'ai créé ce podcast, c'est aussi ça. Parce que je Bah kiffe oui. tellement, mais tellement rencontrer, tu vois, et avoir ce genre de discussion. Et si ça peut amener de la joie et peut-être des évolutions chez les gens qui écoutent, c'est encore plus bénéf, mais moi, de toute façon, je me suis éclatée. Donc Merci. voilà, venez nous dire ce qui vous a marqué. J'ai trouvé cette conversation extrêmement intéressante à plein de niveaux. Et voilà, si venez nous dire ce qui vous a interpellé, ce qui vous a marqué, ce que vous pratiquez vous et tout ça. Et taguez le podcast sur vos réseaux et taguez Loua et moi, et on sera juste trop trop contents de venir échanger avec vous. Croyez-moi, c'est l'échange et la connexion, c'est ce qui fait aussi le sel de la vie, comme le disait un de mes maîtres. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à toi. À Je bientôt. mettrai bien sûr tous tes liens, parce que j'ai oublié, ça y est, tu vois, je me suis emballée, mais je mettrai tous tes liens. Est-ce que tu veux peut-être juste donner aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver le plus simplement? Et puis, Alors sur Instagram, Spark of Lua ou Shakti Empire. j'adore Shakti Empire, c'est déchire comme nom. Avant c'était Nectar de Vénus, mais là je viens de changer Shakti Empire. Ouais, l'énergie est pas la même hein, quand même. Ouais. Génial, merci beaucoup Loa. Merci à toi.